Les DG et CEO n'ont pas de visibilité sur leurs chiffres, n'ont pas une relation optimale avec leur expert comptable. Ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils savent pas ce qu'ils vont gagner de l'autre côté. Les TPE et les jeunes startups sont très mal équipés sur les sujets financiers aujourd'hui. Combien de jours par semaine, combien de jours par mois tu interviens typiquement? La réalité, elle est plus autour de 3-4 mois et je vais être entre 1 et 2 jours par semaine. Je vais te faire la compta, le budget, le reporting, la trésor et le pack de base, c'est 4 000 € pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis les pieds dans la boîte, les gens se disent « Ok, Claire, elle sait de quoi elle parle ». Moi, j'apporte vraiment une vision d'ex-DG, d'ex-dirigeante et comment je mets les chiffres au service du business. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils hyper actionnables, hyper pratiques et de stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast qu'on a pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel on abordera les sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je m'appelle François Mingeot, je suis fondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de pilotage financier pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance. D'ailleurs, j'ai toujours été passionné par ces sujets de finance et d'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer Le Nerf de la Guerre. C'est un moyen pour moi de partager les conversations passionnantes que j'ai au quotidien avec des CEO et des CFO sur leurs problématiques de gestion financière. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous demande un tout petit service. Si vous pouvez nous mettre un petit like, un partage, un commentaire, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous suivez, ça nous fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast qui est encore tout jeune. Aujourd'hui, j'accueille Claire Ciosi, mon invitée du jour, DAF part-time pour Startup et TPE. Bonjour et bienvenue Claire. Bonjour François. Pour commencer, est-ce que je peux tout simplement te demander de te présenter rapidement, de nous présenter ton parcours? Yes, écoute, déjà je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Et pour me présenter, aujourd'hui je suis CFO part-time, comme tu le disais. Avant ça, le gros de ma carrière, ça a été 6 ans de conseil en stratégie au BCG. Après, je suis devenue DG d'une TPE d'une quinzaine de personnes et puis DAF d'une scale-up qui avait levé. Ok, donc tu as été embauché en tant que salarié DG, puis salarié DAF. Exactement. Et avant le BCG, j'avais fait du financement de projet à l'Agence française de développement et de l'asset management chez Unibail-Rodamco. Donc j'ai toujours eu un parcours et au BCG, j'ai beaucoup travaillé avec des institutions financières. Ouais. Donc j'ai fait plein de métiers différents, mais la finance a toujours été le sous-jacent. Ok. Tu as eu un parcours... j'ai envie de dire le parcours un peu classique, prestigieux, post-école de commerce. Je crois que tu as fait une école de commerce. Notamment le conseil en stratégie, après des postes de DG, de CFO. Et puis, tu as décidé de te jeter à l'eau, j'ai envie de dire, en te lançant sur une activité où tu es aujourd'hui CFO part-time, et donc indépendante, freelance. J'imagine que beaucoup de gens de l'extérieur voient ça comme une prise de risque. Est-ce que toi, tu l'as vu comme ça? Et si oui, pourquoi tu as voulu prendre ce risque? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi c'était l'inverse d'une prise de risque de démarrer à mon compte de cette manière. Je pense que j'avais des envies entrepreneuriales depuis longtemps, mais qui étaient un peu réprimées justement par cette peur du risque, parce que j'ai toujours eu un parcours, tu vois, très normé, école de commerce, Unibail-Rodamco, BCG. Donc, c'était pas forcément évident, en fait, de se dire je saute dans le grand bain. Et du coup, commencer par des sujets que je maîtrise, à savoir la finance et une cible que je connais bien, puisqu'en fait, j'ai été DG et CFO des boîtes avec lesquelles je souhaite travailler aujourd'hui. C'était une manière facile de se lancer. En plus, sur une activité où voilà, on peut générer du cash tout de suite, il n'y a pas d'investissement upfront. Donc, in fine, j'ai trouvé ça assez facile, paradoxalement. Okay. Et trouver ses premiers clients en tant que CFO externe, c'est difficile? Comment tu fais?
Écoute, moi tout de suite, alors la question de comment tu vas trouver tes clients, elle est effectivement, elle vient très 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 vite. Après une quinzaine d'années professionnelles, moi j'avais la chance quand même d'avoir un petit réseau existant, donc au moment où j'ai dit je vais me lancer en CFO part-time, j'ai eu quelques DG, quelques entrepreneurs dans mon entourage qui étaient intéressés. Mais rapidement, effectivement, il faut se poser la question de comment je trouve les clients d'après. Ouais. Et donc, les deux grandes voies, c'est soit te dire, je vais faire de la prospection, quoi. Donc, je prends un peu mon petit bâton et je vais contacter les gens. Ou je vais essayer de les attirer à moi. Et donc, de créer du contenu. Et pour le coup, moi, c'est tout de suite la solution... en tout cas, l'option que j'ai choisie parce que je voulais aussi... apporter une dimension business à mon activité, pas faire que de la finance au TJM toute la journée. Et donc me dire, je vais publier du contenu, je vais parler de ce que je fais. Ça me permettait aussi d'intégrer dans mon quotidien des activités que je trouvais moins intéressantes. Et en plus, pour terminer, par rapport à la prospection, quand tu publies du contenu, que tu parles des problématiques que tu résous, et que les clients, ou tes prospects, s'y reconnaissent et te contactent, en fait, la discussion, elle n'a rien à voir. Oui, tu rentres directement dans le vif du sujet, j'imagine. Exactement. Et les gens connaissent ton approche, connaissent ton offre, ont déjà l'impression de te connaître et de connaître ta manière de travailler. Donc le rapport dans la première discussion, il est beaucoup plus agréable que quand tu vas faire de la prospection... à froid, et en plus pour reboucler sur ça, parce que c'est un de mes sujets favoris, la création de contenu et comment t'attires des clients en tant que freelance, c'est hyper intéressant parce que très tôt ça te force à structurer ton offre, à bien identifier les sujets que tu vas adresser, et donc ça te fait faire très 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 tôt un travail de structuration de ton business qui est déjà quand même intéressant et super utile pour la suite. Alors je confirme à 100%. Tu crées beaucoup de contenu. On te voit notamment pas mal sur LinkedIn où tu fais des posts hyper bien écrits, hyper bien documentés, qui, je trouve en tout cas, apportent beaucoup de valeur à ta communauté, j'imagine. Donc pas mal de CEO de start-up et TPE. Tu as aussi un très beau site internet. Je le dis parce que je l'explicite, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de CFO, voire même de cabinets de CFO externalisés qui font cet effort de construire un site internet interactif. Effectivement, on a cette impression déjà de connaître. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'était déjà parlé avant, mais c'est la première fois qu'on se rencontre et j'ai effectivement déjà l'impression de te connaître. Donc c'est un vrai plus qui, je pense, met un très bon niveau les premiers échanges que tu as avec ton interlocuteur. Tu dis que ce travail justement de création de contenu t'a obligé très tôt à structurer ton offre. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement aujourd'hui, ton offre de CFO externalisé, comment elle est structurée, c'est quoi les missions que tu proposes, c'est quoi la mission type, si tant est qu'il y en ait une. Je suis assez curieux de t'entendre là-dessus. Écoute, il y en a une. En gros, moi, le travail que j'ai fait au démarrage, c'est déjà d'essayer d'identifier ma cible. Donc, et la cible la plus facile à targeter, c'est la personne que tu étais il y a 5 ans. Complètement. Ça. Si on repart des bases du marketing. Et du coup, moi, il y a 5 ans, je suis devenue DG d'une TPE qui avait 6 employés au moment où je suis arrivée et qui faisait 1 million de chiffre d'affaires et que j'ai fait passer à 3 millions de chiffre d'affaires avec 15 employés. Et donc, je suis repartie des problématiques que j'avais dans cette boîte. Et donc, c'était la compta qui était pas du tout digitalisée, pas du tout automatisée, les factures fournisseurs qu'on imprimait, qu'on plaçait dans une pochette et que je réglais tous les mois en faisant les virements à la mano. C'est
la trésorerie que je pilotais dans Excel, en faisant des extracts de mon compte bancaire, en catégorisant tous les mois. Et donc, c'était toujours à moitié juste, à moitié faux, et jamais à jour. C'était le business plan, pareil, qu'on refaisait, mais toujours un peu à l'arrache, en n'étant jamais trop sûr de nos hypothèses. C'était les chiffres que j'avais, c'est-à-dire, alors le chiffre d'affaires, on arrivait à peu près à le suivre, mais la vision du résultat, et ça c'est ce que je dis tout le temps, on l'avait au mois de mai de l'année d'après, quoi. Ouais. Et donc, je suis vraiment repartie de ces problématiques-là et des difficultés que ça me posait au quotidien et dans ma gestion stratégique pour structurer mon offre. Et aujourd'hui, elle s'articule autour... moi, je commence toujours par la même chose. Chez les clients, c'est la comptabilité, le budget et la trésor. Ok. Donc la comptabilité, c'est l'automatisation, la digitalisation, pour que tout soit centralisé dans un outil, que toutes les pièces comptables remontent et qu'on ait les chiffres quasiment en temps réel. Penny Lane, j'imagine. Alors effectivement, derrière, il y a des outils. Ce triptyque de sujets va avec un triptyque d'outils, effectivement. Okay. Sur la comptabilité, c'est Penny Lane. Ouais, okay. Moi, c'est vraiment l'outil que je préconise pour les boîtes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, qui sont des boîtes entre globalement 500K et 5 millions de chiffre d'affaires. Sur la partie budget reporting, je travaille avec Fintesis, et sur la partie trésor, effectivement, ça va être Figure. Et avec ça, c'est vraiment, on a beau prendre le sujet dans tous les sens. Aujourd'hui, dans les discussions que j'ai, je pense depuis le début de l'année, moi j'ai commencé en mars 2024, j'ai dû parler à bien, je pense, une centaine de personnes. Après, j'ai pas travaillé avec tout le monde, mais tout le monde, en tout cas, la base des problématiques en finance, il est autour de ce triptyque. Compta, budget, trésor. Et c'est le premier truc qu'il faut adresser, parce que tout dépend de ça, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je suis toujours sidérée et positivement surprise, parce que ça nous fait du travail, mais à quel point les petites boîtes ne sont pas équipées sur ces sujets. Ouais. Et je suis encore sidérée de voir à quel point les DG et CEO n'ont pas de visibilité sur leurs chiffres, n'ont pas une relation optimale avec leur expert comptable, mais ne savent pas, ont aussi vachement peur de changer parce que ils savent pas ce qu'il est possible de faire, ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils savent pas ce qu'ils vont gagner de l'autre côté. Et donc, les TPE et les jeunes startups sont très, très mal équipés sur les sujets financiers aujourd'hui, quoi. Ouais. Avec tout ce que ça implique derrière, quoi. C'est-à-dire pas de visibilité, pas pouvoir prendre des décisions sur des faits et sur des éléments concrets. Ouais. Je suis évidemment complètement aligné avec ta vision. Il y a plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie de revenir, sur tout ce que tu viens de dire. Sur ce fameux triptyque. Le triptyque. Le premier pilier de ce triptyque, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est la compta. De toute façon, c'est obligatoire, il faut le faire. Et j'ai envie de dire, c'est l'input pour pas mal de choses derrière d'un point de vue finance. En général, la finance reprend la compta. Complètement. Donc, on peut rien faire sans, et c'est pour ça qu'il faut avoir une base saine. Tu dis que quand tu arrives dans une boîte, tu essaies de digitaliser, d'optimiser tous les processus comptables, grâce en partie à Penny Lane. Mais tes DAF externalisés, CFO externalisés, quid de l'expert comptable dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit qui se crée parfois entre toi qui arrive de l'extérieur, l'expert comptable qui est là avec son outil un peu old school qu'il utilise depuis des années, et qui voit d'un mauvais œil que toi tu veuilles changer ces process qui, selon lui, tournent bien, quoi? Alors écoute, c'est une problématique qui est très juste, qui existe et que tu fais bien de souligner. La collaboration entre le CFO et l'expert comptable, elle est essentielle, puisque le CFO va s'appuyer sur les données qui vont sortir de l'outil comptable. Après, aujourd'hui, je pense que le monde de la comptabilité, c'est un monde qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, notamment grâce aux nouveaux outils
qui émergent depuis quelques années. Voilà, on a cité Pinel, il y en a d'autres. Moi, il se trouve que je travaille avec celui-là, mais c'est pas le seul. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment une séparation qui est en train de se faire dans le monde comptable avec d'un côté les comptables qui sautent dans le train de la digitalisation et de l'automatisation et les autres. Ouais. Et évidemment, moi, je le vois aujourd'hui et je commence à connaître et à travailler avec de plus en plus de cabinets d'experts comptables. C'est essentiel que le comptable joue le jeu sur tous les sujets dont on est en train de parler. Et donc, pour moi, au démarrage de chaque projet, il y a une discussion avec le client et le plus rapidement possible avec le comptable pour comprendre la manière dont il travaille, les outils qu'il utilise et s'il est prêt à travailler avec nous sur les nouveaux process et les nouveaux outils qu'on va mettre en place. Si le comptable ne joue pas le jeu, c'est très difficile en tout cas. Il n'y a pas, je ne sais pas si le terme est bon, mais de la jalousie parfois de l'expert comptable qui facture ses frais, j'en sais rien, entre 500 et 1000 euros par mois sur des boîtes comme ça, j'imagine. Qui te voit arriver, toi, avec tes prestations qui peuvent coûter, j'imagine, un peu plus cher, en tout cas sur les périodes où tu interviens. Et qui se dit en fait cette mission là moi je suis expert comptable, pourquoi le DAF externalisé ce serait pas moi? Alors est-ce que tu as cette réaction et si oui je suis curieux d'avoir ton avis si est-ce que l'expert comptable peut être le DAF externalisé dans certains cas selon toi et si oui selon quelles conditions? Alors c'est pareil, hyper intéressant parce que l'évolution du métier d'expert comptable elle est aussi vraie pour l'évolution du métier de CFO. Aujourd'hui, avec des outils comme Penny Lane, Finthesis, Figure, il y a moins de valeur à passer beaucoup de temps dans Excel à cruncher les chiffres. La valeur, elle est plutôt dans l'analyse qu'on va en faire, dans les recommandations et dans la stratégie qui va être mise en œuvre. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a une grosse partie du temps facturé des experts comptables et des DAF qui est faite sur ce data crunching côté DAF. Donc là-dessus, tu mets expert comptable et DAF dans le même sac. Et le métier, il est en train d'évoluer. Est-ce que le métier de DAF aujourd'hui, c'est de produire tous les mois pendant X années, de DAF externe, c'est de produire tous les mois pendant X années un reporting pour une boîte? Moi, ce n'est pas ma vision. Moi, je n'ai pas aujourd'hui, avec les entreprises pour lesquelles je travaille, j'ai pas vocation à accompagner au-delà de 6 mois, sur la mise en œuvre en tout cas. Donc il y a une partie structuration au démarrage, on bosse avec le comptable, on revoit le plan comptable, on met en place de l'analytique, on fait une analyse des tiers, clients, fournisseurs, pour savoir qui va où, on installe un Finthesis, on installe un Figure, ça bien sûr, ça prend du temps et il y a une réflexion à avoir au démarrage. Par contre, l'accompagnement dans la durée, il devient différent. Moi, j'ai pas vocation à accompagner, à part de temps en temps pour faire une session de réflexion stratégique ou repenser la manière dont on va faire le budget. Mais effectivement, l'accompagnement au long cours, il est très différent. Et aujourd'hui, moi, ce que je préconise, encore une fois, pour les boîtes avec lesquelles je travaille, qui font une certaine taille, une fois que j'ai mis en place tout le système, avec un bon expert comptable, ça tourne. Et aujourd'hui, et je citerai personne, il y a des cabinets d'experts comptables, et ils ont raison de le faire, qui se positionnent effectivement à la limite, à la frontière entre l'expertise comptable et le conseil financier. Et pour moi, c'est ça l'avenir de la profession aussi. Et c'est quoi la condition pour que ça marche? Parce que moi, je le vois chez Figure, des experts comptables qui veulent être DAF sur le papier, il y en a beaucoup. Des experts comptables qui arrivent à être DAF, il y en a moins, et je le dis en toute franchise. Complètement. Je suis curieux d'avoir ton point de vue. Qu'est-ce qui fait que ceux qui arrivent, y arrivent et que les autres échouent? Écoute, je pense qu'il y a quand même déjà une question de mindset et de quel service tu veux apporter à ton client. Est-ce que tu veux apporter une prestation pure d'expertise comptable et donc de conformité, etc. Ou est-ce que tu veux avoir vraiment un rôle de conseil où derrière, il va pouvoir y avoir des implications opérationnelles et stratégiques? Moi, quand j'arrive chez mes clients, je suis toujours très étonnée
de voir la tête du plan comptable, enfin en tout cas comment il est organisé et utilisé dans la structure, et de voir que souvent il n'y a pas eu une seule discussion et une seule réflexion sur comment le construire, sur ce qui remonte dans la marge brute, pas dans la marge brute, sur comment on comptabilise les SAS. D'ailleurs, les SAS, ils sont partout. Et donc, je suis toujours assez... Alors, et après, pour le coup, j'ai vraiment rien contre la profession d'expert comptable. Et je veux dire, je travaille avec des super experts comptables. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a souvent un disconnect entre la comptabilité qui est faite et qui est conforme, et derrière le business, quoi. Et comment on fait le lien entre les chiffres et ce qu'ils veulent dire pour le dirigeant. Et donc, pour moi, le futur de la profession comptable, il est là, quoi. Il est, OK, je fais mon taf, mon taf de conformité, d'expertise comptable, et ça, évidemment, c'est essentiel, mais derrière, comment je vais plus loin pour ne serait-ce que présenter les chiffres d'une manière qui veuille dire quelque chose pour le client. Franchement, tu présentes une liasse comptable, on comprend rien. Même moi, j'exagère, hein, mais même moi, j'ai besoin de remettre en forme les chiffres pour les comprendre. Et donc, il est là, en tout cas, si tu veux, en tant qu'expert comptable, apporter un service supplémentaire, c'est vraiment ce switch-là qu'il faut faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour aller dans ton sens, je dirais que c'est aussi une question de posture, en fait. Moi, je vois beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui veulent vendre du conseil, mais sans faire de conseil. Faire du conseil, c'est un métier de service. Et en fait, il faut passer du temps sur le truc. Toi, tu dis, je vais chez le client, c'est aujourd'hui, je vois assez peu de cabinets parmi ceux qui prétendent vouloir faire du DAF externalisé qui vont jusque-là, en fait. C'est-à-dire, je vais détacher des personnes ou moi-même au sein du cabinet et aller chez mon client X jours par semaine pendant X mois et faire cette démarche, en fait. Passer du temps pour comprendre. De rentrer dans le business et d'adapter la vision finance à la vision business. Ce qu'on voit souvent, c'est une vision où, en fait, j'ai déjà tous les chiffres, j'ai toute la data et du coup, je vais me servir de ça pour faire du cross-sell, comme on dit, mais simple et rapide. Mais pourquoi pas faire du cross-sell? Mais dans ce cas-là, c'est pas sur une offre de conseil, je pense. Et oui. Et en tout cas, il faut être capable d'apporter de la valeur, quoi. Ouais. Complètement. Bon, en tout cas, voilà, on a pas mal développé le sujet. Mais c'est un sujet, pour moi, tu touches au cœur de ce que seront ces professions dans 5-10 ans. Et tu sens, tu vois, et c'est marrant que tu dis ça, hein, parce que sur un de mes derniers clients, mon client était sur Penny Lane. Mon client était sur Penny Lane. L'expert comptable ne l'était pas. Donc, on avait un Penny. Alors, Penny Lane est déjà super côté gestion. Hein. Il y a 2 briques dans Penny Lane. Il y a la brique comptable et il y a la brique gestion. Ça fait vraiment des chocs à pic quand tout le monde est dessus, hein, et qu'on peut voir les chiffres en quasi temps réel, etc. Car quand un client a fait le choix d'être sur Penny Lane et que son comptable t'explique encore que non, c'est pas super en fait, qu'il vaut quand même mieux peut-être prendre des heures d'un assistant comptable pour remplir les trucs à la main. T'es là, en fait, ça peut pas marcher comme ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que finalement, donc c'est une boîte qui va changer d'expert comptable, hein, parce que là pour le coup, on peut pas. Il y a un désalignement trop fort. Il y a un désalignement, quoi. Et il y a une vraie réflexion, je pense, en ce moment sur ce que sera le métier d'expert comptable et le métier de DAF, parce que les nouveaux outils et les nouvelles possibilités qui existent change forcément le métier, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a des points de convergence entre les deux, mais qui sont pas évidents dans toutes les configurations. En tout cas, il y a quand même des cabinets, en tout cas moi j'en ai vu, je pense que tu en as vu aussi, qui commencent à y arriver, et bravo à eux, parce que effectivement c'est une vraie adaptation de leur métier, qui est l'avenir, en fait, de leur profession. Donc je pense que la plupart des cabinets doivent s'inspirer des quelques-uns qui arrivent à faire ce switch vers les métiers du conseil. On continue à faire de la compta, de la production comptable, mais c'est qu'un moteur et un tremplin pour des missions bien sûr. De conseil dites à plus forte valeur ajoutée. Et après, bien sûr, ça vient titiller la position et la posture du DAF. Mais au DAF, du coup, de s'adapter et de venir proposer encore plus de valeur, encore plus de vision business, encore plus de vision stratégique pour accompagner les CEO. Et c'est ça, à mon sens, le sens de l'histoire, quoi.
Toi, à l'inverse, t'es aujourd'hui CFO externe. Alors, tu as été CFO auparavant d'une boîte en tant que salarié. Avant, tu étais DG. Avant, tu étais consultante en stratégie. Tu n'as pas fait... alors, tu n'es pas experte comptable. Non. Tu n'as pas fait non plus de métier d'audit ou de la banque d'affaires ou ce genre de choses. Est-ce que aujourd'hui, tu as des situations où tu peux te retrouver en difficulté j'ai aucun doute sur tes compétences, mais c'est plus dans la perception justement que la personne va avoir de toi, de dire l'expert comptable typiquement te voit arriver et te dit en fait qui est Claire, elle n'est pas experte comptable et pourquoi elle met son nez dans ces sujets-là en fait. Pareil, super bonne question. Et en fait, moi, j'apporte vraiment une vision d'ex-DG, d'ex-dirigeante, donc une vision business et comment je mets les chiffres au service du business. Ouais. Et c'est vraiment le lien que je fais, quoi. Ouais. Et donc, moi, je suis là pour remplacer personne et prendre le métier de personne. Et je suis là pour travailler avec et vraiment faire le pont entre l'expert comptable qui a sa vision très technique et pour le coup, quand on revoit un plan comptable, quand on l'adapte à l'activité, l'idée, c'est de le faire avec l'expert comptable pour rester justement dans les bonnes règles et en conformité, mais pour que de l'autre côté, on puisse utiliser les chiffres qui remontent et les mettre au service du business. Ouais. Ça, c'est le premier point sur comment on collabore. Donc moi, je me prends pas, entre guillemets, pour un expert comptable et mon objectif, c'est vraiment de bosser avec eux pour dire, du point de vue business, on a besoin de ça, on a besoin de construire la marge de telle manière, de mettre tel fournisseur, tel prestataire ici. Est-ce que c'est possible? Comment on peut le faire? Et donc, l'idée, c'est vraiment de bosser ensemble. Et sur la partie plus expertise CFO, alors moi, je suis en bonne femme déjà et avec un bon syndrome de l'imposteur. Je suis la première à être consciente de mes limites, quoi, et à être tout à fait à l'aise avec le fait que je sais pas tout sur tout, je sais pas tout faire, et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de bien clarifier mon offre et les sujets sur lesquels j'interviens. Mais après, moi, je suis assez transparente avec mes clients sur ça. Et pareil, j'ai pas de mal à faire intervenir des experts de sujets si besoin. Moi, une pratique que j'ai mis en place là, depuis que j'ai démarré, c'est que dès que j'ai un sujet sur lequel je suis pas sûre ou j'ai besoin d'un peu de billes, je propose proactivement des calls à des experts que je rémunère. Tu vois, je dis, je te prends 1 heure, je te rémunère X et on va bosser sur tel ou tel sujet, j'en sais rien, du bilan ou bref, j'ai une dizaine tu vois, j'ai dû en faire une dizaine depuis que j'ai démarré. Et je pense que c'est hyper important, tu vois, surtout quand t'es seul, quoi. Tu peux pas... Enfin, évidemment, il va y avoir des sujets que t'as jamais fait ou sur lesquels t'es pas très à l'aise. Et c'est vraiment parce que là, je viens de démarrer un projet avec une autre DAF, justement, parce que le scope était un peu plus large que ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est vraiment un format vers lequel j'ai envie d'aller. Ouais, complètement. J'en discutais avec un autre DAF que j'ai interviewé sur ce podcast et il disait la difficulté, entre guillemets, alors c'était pour le coup une DAF interne dans une boîte, et je lui disais, mais en tant que DAF, t'es l'ultime rempart sur les sujets financiers. Pour autant, la finance, c'est complexe et tu sais forcément pas tout. Enfin, je connais aucun CFO qui sait tout, qui a tout Exactement. vu. Comment tu fais quand tu sais pas? Et en fait, elle me dit, mais évidemment, les bons CFO, c'est pas ceux qui savent tout, c'est ceux qui justement savent voir rapidement quand ils ne savent pas et aller chercher l'expertise au bon endroit. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est que c'est un vrai savoir-faire d'identifier qu'on est ignorant sur un point. D'ailleurs, c'est pas propre qu'à la finance. Et aller chercher dans son réseau ou dans les ressources qu'on aime bien la bonne réponse. Ouais, carrément. Carrément. Et je pense, il faut être assez humble. Ouais, complètement. Complètement.
Tu disais tout à l'heure que sur une mission type, t'aimais ne pas dépasser 6 mois en tout cas, mise en place sur la première phase de ton intervention, qui j'imagine parfois est la seule. Comment tu découpes de manière typique ces 6 mois? C'est quoi les 2, 3, 4 phases que tu as qui sont importantes et inévitables? Je commence toujours quand même par une phase qu'on appelle diagnostic, audit, en tout cas une phase préliminaire avant même de démarrer le projet, qui ne fait pas partie du projet, pour voir où je mets les pieds, quoi, pour comprendre quelle est la situation de départ de l'entreprise, où elle en est en termes de performance financière, opérationnelle. Et donc ça, voilà, c'est assez structuré. Moi, je suis une femme de process. Ouais. Donc je structure pas mal de choses. Et donc là, en général, ça commence par un questionnaire quanti, tu vois, où j'ai listé une 60aine de process types sur un peu tous les sujets qu'on a cités tout à l'heure. La compta, le budget, la trésor, le process achat, le process vente... pour savoir ce qui est en place. Ensuite, un questionnaire un peu plus quali pour essayer de comprendre les pains, parce que c'est souvent un sujet de souffrance, la finance, soit par le temps que ça prend, soit par le stress que ça génère, l'absence de visibilité sur la trésor. Donc, comprendre un peu où sont les points de douleur de la personne. Je récupère aussi un certain nombre de docs, donc les états financiers, les docs de reporting en place, tout ce qui existe. Et ensuite, on fait un atelier d'une demi-journée qui permet vraiment de comprendre d'où on part et où on veut aller. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Parce qu'en fait, quand on ne le fait pas, et j'ai déjà travaillé sur des projets où on ne l'a pas fait, pendant les 3-4 premières semaines, tu tâtonnes, tu ne sais pas trop, tu découvres des trucs. Et en fait, le fait d'avoir mis ça en place au démarrage, je sais exactement ce qui se passe. Exactement. Les mauvaises surprises que tu n'auras pas. Et c'est beaucoup plus facile ensuite pour intervenir. Et ensuite, pareil, vraiment, les phases, c'est celles qu'on a citées tout à l'heure. Il y a d'abord le bloc de la compta. Donc, l'idée, soit il y a déjà un outil, soit on le met en place. On revoit le plan comptable. On met en place de l'analytique, on revoit l'ensemble des tiers, clients, fournisseurs, et on les catégorise. Idéalement, on met en place des règles pour que la catégorisation future se fasse toute seule. On nettoie l'historique pour avoir au moins une antériorité qu'on puisse ensuite analyser. Et ensuite, les deux sujets qui suivent, ça va être... le reporting, le budget côté Fintesis, la trésor côté figure. Et de temps en temps, on peut aller plus loin si la boîte est un peu plus grosse sur la structuration d'un process vente et la structuration d'un process achat. Et de temps en temps, après moi, j'en parle pas beaucoup, mais je m'occupe aussi de sujets RH. Donc ça peut aller sur du process d'onboarding, du management... mais le cœur de mon activité, c'est celle que je t'ai décrite juste avant. Et c'est vraiment dans cet ordre-là que ça se fait. Donc, en général, étalé sur quelques mois, à quelle intensité, c'est-à-dire combien de jours par semaine, combien de jours par mois tu interviens typiquement? Alors, tu vois, quand je t'ai dit 6 mois, c'est un peu long en fait par rapport à ce que je fais vraiment. La réalité, elle est plus autour de 3-4 mois. Et je vais être entre 1 et 2 jours par semaine. L'idée, c'est je suis un peu en mode... commando. Entre guillemets. Parce que, en fait, c'est dans la manière dont j'ai structuré mon offre et sur le service que je propose, c'est vraiment comme ça que ça marche. Il y a un avant et un après et tu opères plus du tout pareil avant et après. Avant, c'était manuel, tu n'avais pas les chiffres. Après, c'est 90% automatisé et dès que tu vas dans l'outil, tu as la vision immédiate de où tu en es. Et derrière, alors j'avais un truc en tête que j'avais zappé, ça me revient. L'autre sujet, c'est que j'essaye aussi de faire le lien avec vraiment les opérations. Donc après compta, budget, trésor,
Souvent aussi, il y a des reportings plus opérationnels qui sont mis en place, donc sur les ventes, sur l'acquisition. Moi, je travaille beaucoup avec Looker. J'ai une vision très outil. Et donc, on met ça en place. Et derrière, la suite un peu logique de tout ça, c'est d'avoir une vision stratégique, tu vois. Quand tu as mis au carré tes chiffres, tu as fait ton budget, tu as mis en place tes outils de pilotage, c'est quoi la stratégie opérationnelle pour aller délivrer ça ? Et donc, souvent, la discussion, elle débouche sur ça. Et c'est ça que moi, j'aime bien dans mon boulot. Ton background de consultant en strat. C'est pas la finance pour la finance, quoi. C'est la finance pour le business pour le développement et de la boîte. Exactement. Ouais. Ok. Donc, c'est ça le cycle complet. À quel moment tu gagnes la confiance de la boîte qui t'emploie, donc j'imagine le ou la DG de la boîte qui décide de t'employer en tant que CFO externe, ou peut-être le CFO s'il y en a un, parfois ça peut arriver. T'arrives, c'est pas un secret, hein, ton modèle c'est un modèle de freelance au TJM, t'interviens 1 ou 2 jours par semaine, donc ça coûte quand même un certain prix à la boîte. Comment est-ce que tu justifies ce tarif-là ? C'est-à-dire à quel moment dans tout ce process tu arrives à gagner la confiance du dirigeant, et à quel moment tu sens qu'il se dit ok, c'est bon, maintenant Claire elle a justifié ce qu'elle m'a coûté, quoi. Alors il faudrait leur poser la question, mais non, je plaisante. Mais alors plusieurs points. Il y a le TJM sur lequel il faut que je revienne, mais j'y répondrai après. Mais sujet intéressant aussi, parce qu'effectivement, quand tu vas toucher à la finance, tu vas toucher à des sujets techniques, des sujets touchy, quand tu ouvres les comptes d'une boîte, tu as accès à tout, Oui. Les dépenses de tout le monde, les salaires de tout le monde. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut quand même un certain niveau de confiance. Et pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas pour moi, là je vais donner mes impressions, la création de contenu joue beaucoup. Ouais. Le fait d'être présente, de parler de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis les pieds dans la boîte, les gens se disent ok, Claire, elle sait de quoi elle parle. Ça permet de démontrer, je trouve, ta crédibilité, ta légitimité. Et quand les gens font la démarche de te contacter, c'est que d'une certaine manière, ils ont déjà cette confiance-là. Ensuite, je pense, moi, ce qui a joué dans mon parcours, j'ai la chance d'avoir alors j'ai bossé aussi, mais j'ai la chance d'avoir des beaux noms, entre guillemets, sur mon CV. Le BCG, je pense que c'est un nom qui aide quand même pas mal, tu vois, c'est une sorte de stamp. T'as fait le BCG, tu sais bosser. Je pense que le fait que j'ai été DG aussi, c'est vachement rassurant, parce que moi, je le vois, je le sens dans la première conversation prospect. Moi, je propose un call, en général, call découverte de 30 minutes pour comprendre, où on est la boîte, etc. Et d'ailleurs, alors je vous donne toutes mes petites techniques, mais avant ce call, j'ai quand même un questionnaire Tally qui permet de recueillir un certain nombre d'infos, savoir quelles sont les problématiques de la personne. C'est pas long, mais ça permet déjà de voir si le pain, c'est quoi, le budget, la trésor, la compta, si la personne les a déjà identifiés, comprendre quand est-ce qu'elle veut démarrer, quel est son budget. Ça permet d'arriver au premier call découverte, pas complètement à l'ouest, d'avoir les infos sur la boîte et de démarrer, de partir lancer, entre guillemets. Très intéressant de mettre ça en place. Et donc, en fait, la première fois que je parle avec la personne, on se connaît déjà, quoi. Ouais. Mutuellement. Voilà. Ouais. Moi, j'ai lu ses réponses, je suis allée voir son site, son LinkedIn, les infos. Et eux, ils ont déjà eu pas mal d'infos sur moi aussi. Donc ça aide vachement. Et ensuite, ce que je te disais, la confiance, elle se construit progressivement. Moi, je te propose pas, je te balance pas directement une cartouche de 40K sur les 12 prochains mois. On fait d'abord le diag, on apprend à se connaître, tu vois comment je travaille. Et ensuite, avec tous ces différents points de contact, on a eu le temps de se jauger et de se dire, c'est bon, ça part. Ouais. Et pour revenir sur le TJM, pareil, moi j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de ne pas facturer au TJM, justement, parce que je trouve que tu te retrouves dans un truc un peu d'apothicaire, j'ai passé tant de temps, même toi, tu commences. Moi, je propose une facturation très simple qui est au livrable, et par mois maintenant. Et donc, je dis, je vais te faire, en l'occurrence,
la compta, le budget, le reporting, la trésor, et le pack de base, c'est 4 000 € pendant 4 mois. Et boum. Et à la fin, tu as tes outils installés, tes process qui tournent, etc. Pour le coup, si en phase de diagnostic, ça c'est le tarif en gros moyen, pareil, ça permet de donner au prospect, au client quand même une idée du coût d'une telle mission. Si pendant le diag, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup moins à faire ou beaucoup plus, là, c'est le moment d'ajuster. Mais souvent, c'est autour de ça que ça tourne. Ouais, je trouve ça tellement plus pertinent de fonctionner comme ça. Alors, parfois, on appelle ça au forfait ou au livrable. C'est au forfait, ouais. Mais plutôt qu'au TJM où tu as toujours cette espèce d'angoisse et de rapport un peu malsain entre le client et le prestat, où tu sais pas à chaque fois qu'on te parle si le compteur tourne ou pas. Exactement. Et j'ai eu l'expérience typiquement avec des avocats où en fait tu savais pas, tu l'appelles 10 minutes et puis 2 semaines plus tard tu reçois une facture de 123 €. Oui. Et tu peux rien dire en fait, donc tu la payes, mais juste c'est malsain et Exactement. Alors qu'à la fin, potentiellement tu payes la même chose, mais juste tu le sais à l'avance et c'est un tout autre rapport de prestat à client, et je pense que ça laisse beaucoup plus, c'est une relation beaucoup plus saine qui laisse beaucoup plus de place à la création de valeur en fait. Exactement. Et toi, ça te, en tout cas moi, ça me force à être excellente. Sur ce que je délivre, et en tout cas sur ces 3-4 modules de base, à être très très forte et à devenir vraiment... aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment développé une super expertise sur ces sujets-là spécifiquement. Et pareil, pour le client, c'est assez rassurant de se dire, voilà, je sais exactement combien ça va coûter, je sais exactement ce que je vais avoir à la fin. Et par contre, après, moi, je suis pas du tout avare, tu vois. Il y a des weekly, j'ai un WhatsApp qui est ouvert, j'ai un WhatsApp qui est même ouvert après. Mais je trouve que pour tout le monde, c'est beaucoup plus smooth. Ouais. Sinon, je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu es à la place du client, mais quand tu es à la place du prestataire, tu es tout le temps un peu pareil, en train de compter tes heures, en train de dire ça je le compte pas. Ouais. Alors qu'in fine, après 3-4 clients, tu commences à avoir une bonne estimation du temps effectif que ça prend, quoi. Ouais, complètement. Tu es, on n'arrête pas d'en parler, CFO externe. À quel moment tu considères que c'est un bon moment pour une boîte d'internaliser cette fonction de CFO ? C'est quoi le signal ? C'est une bonne question que tu m'as posée en amont. J'ai un peu réfléchi, hein, mais j'ai pas tout à fait la réponse. Parce que déjà, moi, aujourd'hui, je travaille que avec des boîtes qui ont un CFO externalisé, du coup. Exception faite d'une dernière, mais qui est un peu plus grosse. C'est difficile à dire. Je te dirais que ça dépend de plusieurs critères. Alors, la taille, évidemment, mais aujourd'hui, quand on met les bons outils, les bons process, en fait, on peut être autonome assez longtemps. On repousse le moment où on a besoin. Ça permet de repousser le moment. Je dirais aussi que ça dépend vachement de l'appétence pour la finance de l'équipe dirigeante. Mm-hmm. Tu vois, si tu as un CEO... qui déteste la finance et ça le saoule trop et il veut pas du tout s'en occuper, déjà, prends un CFO externe et à un moment donné, internalise-le. Mais en vrai, je te dis, je saurais pas dire. Je dirais que ça dépend vraiment de la situation de la boîte, de la complexité des process aussi, tu vois, du process achat, du process vente. Est-ce que c'est une boîte qui a des investisseurs ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de reporting à produire ? Oui, si tu commences pour le coup, une boîte, dès que tu commences à lever et à devoir gérer des investisseurs, je connais des boîtes qui le font sans internaliser, mais... il faut commencer à réfléchir à ça. Mais je te dis, j'ai pas de réponse tranchée.
Parce que vraiment, la stack et les process que tu mets en place, je pense, aujourd'hui, peuvent te permettre d'aller assez loin. Toute proportion gardée, hein. Après, au-delà de... J'en sais rien. Au-delà de 8-10 millions, j'imagine que c'est quand même pas mal d'internaliser la fonction, quoi. Mais pour des boîtes plus petites que ça, vraiment, je pense que tu peux fonctionner avec de l'externe avec les bons process pendant un moment, quoi. Ouais, et puis, je suis totalement d'accord que ça dépend de la personnalité du ou de la dirigeante. Tu as été DG, toi, quand tu étais DG, tu avais ce background financier. Exactement. Moi, je suis CEO de Figure, j'ai ce background, j'ai fait de la banque d'affaires avant, donc évidemment que toi, au moins, on va repousser plus loin au moment où on gère une boîte, ce moment-là, parce qu'on aura nous-mêmes un peu plus processisé les choses, automatisé, et puis qu'on sera plus longtemps rassuré par notre propre maîtrise de ces sujets jusqu'au jour où on n'a plus le temps ou plus la compétence, parce qu'il y a un moment où ça arrive aussi. Après, s'il faut poser des chiffres, et pareil, de ma connaissance des quelques agences ou CFO part-time avec lesquels j'échange ou je travaille de temps en temps, on est tous à peu près sur le créneau 500K, 5 millions. Ouais. Peut-être un peu plus. Peut-être 6-8. C'est exactement ce que j'aurais dit, moi. C'est des boîtes entre... en général, je vois le CFO interne apparaître entre 50 et 100 collaborateurs. Et donc, si je dois mettre un équivalent chiffre d'affaires, dire entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu ça. Pour quand même poser des chiffres. Hein. Là, tout ce qu'on dit, ça reste pour des petites boîtes. Mais je vois encore des exceptions de boîtes à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, effectivement, n'ont pas de CFO ou alors un CFO externe. Ou au contraire, moi, ce que je trouve plus choquant dans l'autre sens, c'est des petites boîtes qui vont... 10 collaborateurs ou moins qui peuvent internaliser cette fonction. Alors que là, pour le coup, ça a très peu de valeur, en fait. Encore une fois, aujourd'hui, avec les process et les outils qui existent, tu ne devrais pas avoir besoin d'internaliser un CFO avant une certaine taille. Sinon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont faites par cette personne, qui te coûtent quand même un certain budget, parce que c'est pas gratuit d'avoir un CFO interne. C'est plus dans l'autre sens, en fait, moi, que je le prendrais. Je reviens, on en a déjà un petit peu parlé, mais sur la partie outils, solutions digitales, c'est un peu un de mes dadas, évidemment. Mais moi aussi. Et toi aussi, donc j'en profite. Tu nous as parlé des outils que tu utilises déjà, notamment Pennyline, Fintesis, Figure. Est-ce qu'il y a des outils que tu n'utilises pas encore, mais que tu as super envie d'essayer, que tu as déjà identifié, et que tu n'as pas encore eu l'occasion de tester ? En finance ou en... Alors, les deux, si tu peux commencer par la finance, oui, et d'une manière générale sur ton job de CFO externe. Écoute, en finance, là, comme ça, attends, je réfléchis parce que En finance, là, moi, je travaille sur une stack qui me convient bien et qui je trouve, fonctionne très bien. Je penserais plus à la partie, tu vois... data viz ou au-delà des data financières. Aujourd'hui, moi, j'utilise Looker. J'ai utilisé dans ma précédente boîte un outil qui s'appelle Whaley, qui est pareil, un outil de data visualisation. Mais je reste un peu sur ma faim. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé... Looker, c'est bien et moi, je sais l'utiliser. Enfin, j'ai appris à l'utiliser, mais c'est un outil qui est difficile d'accès. Je me rends compte quand j'en parle, quand j'en parle avec les gens. Et tous les outils qui existent, les tableaux, comment ça s'appelle le truc de Power BI, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas encore, enfin en tout cas, pas à ma connaissance. Après, il y en a plein que j'ai pas essayé. Tu vois, tout Kantoco, je l'ai pas essayé, donc. Mais si je devais aller quelque part, ça serait vers ça, quoi. Et pour le coup, aujourd'hui, je me suis contentée de Looker parce que voilà, c'est good enough, mais c'est un truc que j'aimerais bien prendre le temps de creuser plus, quoi.
Donc voilà pour la partie finance. Et peut-être, voilà, aujourd'hui, moi, je me suis vraiment concentrée. J'ai fait le choix de me spécialiser sur la trilogie Penny Lane, Finthesis, Figure. Mais voilà, je sais qu'en outils comptables, il y en a d'autres, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de CJ de Loop. J'ai pas encore beaucoup creusé. Ouais. Donc ça, effectivement, à un moment donné... ça serait intéressant que je le fasse. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est un choix. Tu es tout seul, tu peux pas maîtriser 45 outils. Donc voilà. Après, sinon, moi, je suis extrêmement outillée sur la partie... productivité. Productivité. Moi, je suis une grande fan de Notion. J'utilise pas beaucoup Airtable. Ça, c'est un outil que j'aimerais bien creuser plus, Airtable. J'utilise pas mal d'IA. ChatGPT, évidemment. Claude. Dernièrement, j'ai utilisé Gamma pour faire des présentations. C'est de la folie. Je me suis mis à Brevo parce que je fais un peu de marketing automation. Donc, moi, je suis très, très, très outil et j'essaye d'intégrer, de me former et d'intégrer de plus en plus d'outils, de plus en plus d'IA dans ce que je fais, quoi. J'ai vraiment un peu cette obsession de la productivité. Pour rédiger tes posts LinkedIn ? Non. Enfin, j'ai essayé. Alors là, pour le coup, j'ai ChatGPT, c'est très satisfaisant pour brainstormer, ChatGPT, pour trouver des idées. Très intéressant en marketing, pour cerner ton persona, comprendre ses problèmes, ses peurs, ses désirs cachés. Et en post, j'ai pas mal essayé. J'ai essayé Magic Post, mais j'ai pas craqué le truc. Parce qu'à la fin, sur LinkedIn, tu postes en ton nom. C'est personnel, en fait. Et t'as beaucoup échangé. Tu te retrouves toujours à quand même rédiger le truc. Donc, non, j'aurais bien aimé vous dire que j'avais craqué l'IA LinkedIn, mais ça n'est pas le cas. Et sur des sujets purement financiers et chiffrés, est-ce que tu utilises des modules d'IA, des outils d'IA ou pas encore ? Pareil, tu m'avais un peu posé la question. Alors moi, je discute beaucoup avec ChatGPT et Claude pour le coup. Je lui demande de me challenger, même... quand je construis un PNL analytique, qu'est-ce qui ferait remonter dans la marge brute, dans la marge opérationnelle pour tel ou tel secteur, qu'est-ce qu'on peut amortir, pas amortir. Enfin, ça, j'essaye vraiment de me faire challenger sur ça parce que c'est toujours assez intéressant. Je lui donne de temps en temps des PNL, des bilans pour lui demander une analyse chiffrée. Tu lui balances un PNL ou un bilan à lire. Exactement. Et j'ai jamais été smatchée sur ça. Ça reste des trucs très, très linéaires. Il y a une augmentation de temps du chiffre, mais derrière, ça n'aboutit pas à des recommandations extrêmement actionnables pour l'instant. Moi, je l'avais fait une fois, mais alors j'avais bien élaboré mon prompt sur une question pour un de nos clients sur sa structure financière. Donc, j'avais... balancer le bilan en screenshot. J'avais dit voilà le bilan de notre client, il a une problématique de financement, déjà un peu de dette, mais il y a des capitaux propres en face. Est-ce que tu peux m'aider à réfléchir autour de sa structure de financement ? Ces lignes existantes correspondent à ça. On pense à telle et telle chose, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as d'autres idées ? Et là, pour le coup, il m'a pas fourni une réponse clé en main, mais il m'a aidé à réfléchir. Non, mais il donne des pistes, exactement. On a brainstormé ensemble. Non, mais exactement. Moi, je trouve pour brainstormer, et c'est ça la puissance de l'IA, c'est que quand tu es prêt à brainstormer et que tu sais à peu près l'univers des possibles dans lesquels tu veux l'emmener, et surtout... T'arrives à reconnaître quand il te raconte n'importe quoi parce que c'est quand même le cas. Oui, tu peux. Enfin, ça te permet de cadrer une problématique ou d'identifier des pistes auxquelles tu n'aurais pas pensé. Moi, je discute beaucoup de plans comptables aussi avec ChatGPT. Pour le coup, je suis pas comptable, donc je dis c'est quel compte. Donc ça, c'est hyper puissant. Je veux dire, t'as le plan comptable. En accès direct, tu te fais challenger aussi, ça j'utilise beaucoup. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes en finance. C'est quoi ton avis sur le sujet ?
Écoute, oui, c'est vrai. Enfin, je le vois. Alors, je pense qu'il y en a, je pense qu'elles sont moins vocales. Hein, c'est toujours pareil, on parle moins, on s'affiche moins. Après, moi, voilà, c'est pas Moi, le milieu des DAF et des DAF externes, c'est un milieu que je commence à connaître, enfin, que j'ai commencé à connaître en 2024. J'ai plutôt échangé plus que rencontré, parce que c'est beaucoup sur LinkedIn. Donc, j'ai échangé avec beaucoup de monde cette année. C'est sûr que j'ai dû parler à 85%, 90% d'hommes. Ouais. Pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y en a moins? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de femmes? Est-ce que c'est parce qu'elles prennent moins la parole? Je pense qu'alors, il y en a moins et elles prennent moins la parole. Ouais. Donc voilà. Combine les deux. Après, d'où ça vient? C'est toujours le même truc sur les chiffres, les maths. Enfin, je pense qu'il y a une problématique à la base où les femmes vont beaucoup moins sur ces métiers-là. Ouais. Alors qu'en RH, il y en a plein, tu vois. En RH, c'est le contraire. C'est 80% des 80% des DF. Enfin, après, je balance des chiffres. On n'ira pas cross-checker. Qui balance des chiffres. On demandera à ChatGPT si voilà, exactement. Mais il y a beaucoup de femmes en proportion, beaucoup plus qui sont dans les fonctions RH. Est-ce que c'est un problème selon toi Oui, qu'il faut essayer de régler? Un peu dommage. Oui, je trouve ça un peu dommage. Et comment est-ce qu'on peut faire selon toi pour essayer de faire progresser les choses dans le bon sens? Sur ça, pour moi, c'est toujours les mêmes leviers, quoi. L'éducation à la base, les maths, quoi. Enfin, tout ça, c'est des maths. Moi, je suis toujours sidérée du nombre de personnes qui font une aversion aux maths, qui se disent les maths, c'est pas pour moi. Et je pense que après, alors, j'ai pas été récemment dans des écoles, des collèges, des lycées, mais je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Je pense que les meufs se censurent, les meufs se disent en fait, je suis nulle, en fait, c'est pas pour moi. Donc, il y a un travail à la base sur les maths, et ensuite dans les écoles, dans les études supérieures, pareil. Je pense qu'il y a aussi un sujet de rôle modèle, quoi, et c'est pour ça que moi j'essaye aussi de prendre la parole et de me montrer. Il faut montrer que c'est possible, que c'est des métiers qui sont évidemment accessibles, dans lesquels les femmes peuvent performer, mais c'est sûr qu'il faut revaloriser ces filières dans les écoles et dans les entreprises, quoi, pour que ce soit une voie possible et enviable pour les femmes. Ouais, j'en parlais avec Emeline Otax, qui est DAF d'Arvern Group, que je recevais sur ce fauteuil il y a quelques jours, dans un autre épisode, et elle me donne une réponse qui allait dans le même sens, et surtout l'un des éléments que j'ai retenu de sa réponse, c'est la notion de rôle modèle que tu viens d'évoquer, qui est il faut que les nouvelles générations de femmes puissent s'identifier sur des jobs de directeur financier, directrice financière, voir ça comme un job sexy dans lequel elles peuvent s'épanouir. Et pour ça, effectivement, il y a un énorme travail d'éducation et d'inspiration. Comment on inspire les jeunes générations, femmes et hommes d'ailleurs. Exactement, et ça, je pense, tu as tout à fait raison, hein, c'est le deuxième sujet. La finance, c'est quand même souvent abordé de manière un peu relou. Je veux dire... C'est ce qu'on essaie de casser ici. Non, mais tu vois, moi, quand je suis arrivée, j'ai vu Alors, heureusement, ça change, et heureusement, il y a plein de nouvelles têtes et de nouvelles personnes, si tu veux, mais les chartes graphiques des agences DAF qui sont bleu marine et bordeaux, merci, quoi. Alors, t'as un pull bordeaux, mais non, je rigole. Et les costumes cravates et les machins, c'est sûr que... Et les trucs les posts ou les contenus ultra chiants où personne ne comprend rien, c'est sûr que ça donne pas une image désirable et abordable de la finance. Et moi, après, c'est aussi ce que j'essaye de faire, c'est de parler de sujets financiers de manière compréhensible, intelligible et surtout... ancré dans le réel, quoi. Parce qu'il y a aussi... effectivement, la finance, c'est souvent abordé de manière technique, de manière on est les sachants et vous êtes nuls, et donc ça crée une barrière et une distance. Donc il y a aussi tout un truc un peu de pédagogie. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais la façon dont tu gères les situations où tu sais pas faire. Donc on a parlé du réseau, d'aller la force du collectif, de travailler en groupe, etc., d'aller chercher les bonnes ressources.
Au-delà de ça, toi, c'est quoi très précisément les ressources que tu aimes bien utiliser quand tu sais pas? Où est-ce que tu vas chercher les réponses quand tu sais pas auprès de certains de tes pairs financiers? Bah, écoute, un peu comme tout le monde, hein, j'imagine, sur Internet, avec ChatGPT. Moi, je crois quand même beaucoup en la force du réseau, hein, donc Ouais. j'y reviens. Et moi, j'essaye toujours de... Moi-même, à titre personnel, j'apprends mieux quand je vais discuter avec quelqu'un et poser mes questions que quand je vais farfouiller un peu toute seule. Et après, bah, j'essaye de me tenir au courant. Hein. Enfin, après, sur la finance et au-delà, hein, moi, là, depuis que je me suis lancée à mon compte, je suis vraiment dans une démarche... donc, je vais répondre à ta question de manière un peu plus large. Je suis vraiment dans une démarche d'apprentissage et de formation. Je suis tout le temps en train alors, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des bouquins, j'ai participé à 2 ou 3 bootcamps sur la publication de contenu, sur le marketing automation, sur comment créer un produit digital. Donc, j'essaye vraiment d'élargir mon champ de compétences et d'aller me former en permanence sur les sujets que je connais pas, quoi. Ouais. Donc Ok. ça fait partie... Enfin, c'est hyper important pour moi. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, quoi. Et que tu as un quotidien qui est un peu cool, quoi. Ouais, complètement. Je pense que ce sera ma dernière question. Tu as eu pas mal d'expériences, hein, on a parlé, conseiller en stratégie, DG, DAF interne, puis aujourd'hui DAF externe. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois la suite de ta carrière? Parce que tu es encore très jeune. Écoute, c'est une bonne question parce que pareil, hein, si on revient au début, moi, au démarrage de ma carrière, j'ai été sur des voies très, très tracées, très normées. Oui, traditionnel pour quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Voilà, Ouais. quand tu es au BCG, alors c'est dur hein, de rester au BCG et de gravir les échelons, mais en tout cas, tu sais exactement ce qui t'attend si tu vas être les étapes, quoi. Oui. Consultant, manager, partenaire. Alors, quand je suis devenue DG et CFO, c'était un peu moins clair quand même, parce que les boîtes sont petites, donc tout dépend c'est des carrières plus... Enfin, pas obligé de dire plus ouvertes, mais non, c'est pas le bon tout terme. dépend, Mais... tu t'es très dépendant de Oui, c'est ça. Voilà. Où va aller la boîte. Et quand tu es déjà en haut, bon, bah voilà, c'est juste très lié au destin de la boîte. Au destin de la boîte, quoi. Moi, maintenant, sur la partie... dans mon activité d'indépendante, j'essaye d'avoir une approche... alors, j'aime pas ce mot parce qu'il est un peu galvaudé en ce moment, mais de solopreneur, en tout cas d'entrepreneuse. Alors là, c'est solopreneuse du coup parce que je suis toute seule, mais je réfléchis à ma boîte comme un business. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, je suis pas juste freelance qui vend du TJM. Ouais. J'essaye de diversifier mon offre. Alors, on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi une offre qui s'adresse à des entrepreneurs qui sont vraiment en démarrage, où je propose un atelier d'1h30 pour faire un business plan. Et donc ça, c'est un aspect... c'est un autre aspect de mon offre que j'ai pareil aussi vachement structuré, processisé. J'ai beaucoup bossé sur un template BP qui me permet en 1h30 de discussion de sortir un BP qui tient la route. J'ai développé derrière toute la structure marketing qui permet d'attirer des clients sur cette offre-là. Et après, on se disait tout à l'heure, je publie du contenu. Donc, la prochaine étape, ça serait why not d'en créer encore plus, soit au travers du newsletter, soit au travers d'un podcast et d'avoir d'autres sources de revenus. En créant cette activité-là, moi, c'était aussi quand même une démarche perso, d'avoir un équilibre pro-perso un peu plus choisi, d'avoir un quotidien qui me convient mieux. Donc, voilà, je fais plein de choses aussi. J'ai pas mal de projets perso. Donc, la suite, c'est de vraiment réussir à faire de cette activité-là un business qui ne dépendent pas que de la vente de mon temps. Donc, c'est à ça que j'aimerais me consacrer, à minima, tu vois, les 2-3 prochaines années. Okay. Et j'aimerais bien, donc on en
en parlait tout à l'heure, tu vois, mais j'aimerais bien, moi, explorer l'opportunité de travailler avec d'autres CFO. J'aimerais bien explorer une sorte de modèle de collectif. Exactement, la possibilité d'un collectif. Et c'est ça que j'aime. Donc, en fait, je ne réponds pas à la question, hein, comme tout le monde l'a vu. C'est ça que j'aime dans cette nouvelle expérience, c'est que en fait, je ne sais pas ce que ce sera dans 1 an ni dans 2 ans. Et ça se construit, tu vois, là, step by step. Et moi, j'ai halluciné cette année du nombre de gens avec qui j'ai discuté, du nombre de gens que j'ai rencontrés. Là, aujourd'hui, si on fait ce podcast, c'est parce que, voilà, on a échangé, alors sur Figure, évidemment, mais sur LinkedIn à la base. C'est comme ça qu'on est entré en contact. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que je me rends compte, déjà, je pensais pas du tout être là il y a 1 an. Enfin, déjà, 1 an, j'avais pas démarré, donc voilà. Et je me dis, en fait, si ça se trouve, dans 1 an, ça sera tout à fait différent. Mais c'est vrai que la partie création de contenu et collectif, c'est vraiment 2 aspects que j'aimerais creuser sur les prochains mois. Ouais, et il y a plein de choses à faire. Ok. Et trop bien, plein de beaux projets. Merci beaucoup, Claire. Je pense qu'on a respecté la promesse de ce podcast qui est d'évoquer les sujets sans bullshit. Écoute, j'espère qu'on n'a pas trop dit de conneries. Mais... Merci beaucoup en tout cas pour ta sincérité. Merci d'avoir accepté en toute transparence de nous partager tous tes secrets, ce qui fait la réussite de ton lancement d'activité de CFO externe. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci pour ton invitation en tout cas. J'ai passé un super moment. Merci Claire, à bientôt. À bientôt.